Ok. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation avant tout. Donc, je m'appelle Mourad Benoussad, je suis enseignant-chercheur à l'Université Technologie de Tarbes. Je suis aussi responsable du groupe Mavericks que Mickey avait présenté tout à l'heure rapidement. Alors rapidement, le groupe Mavericks, c'est un groupe qui s'intéresse à tout ce qui est interaction entre les systèmes, que ce soit humain, robot, humain, système virtuel, etc. Aujourd'hui, je vais me focaliser principalement sur les activités qui sont proches des miennes. Donc, c'est la collaboration physique humain-robot. Aujourd'hui, on pourrait englober ça dans le domaine de la cobotique, mais je vais vous expliquer aujourd'hui que la cobotique, c'est plus on avance, plus on ne sait pas ce que c'est. Donc j'espère qu'à la fin de la présentation, on définira moins ce qu'est l'interaction physique humain-robot, et la cobotique, on verra que c'est une partie à l'intérieur. Donc voilà, le sommaire sera celui-ci. Donc je vais commencer par me présenter. Désolé pour cette parenthèse égoïste, pour me présenter un peu mon parcours, mais ça me permet d'expliquer aussi pourquoi je m'intéresse à ces activités-là et pourquoi la robotique bio-inspirée m'inspire beaucoup. Je vais présenter une traduction de la robotique collaborative et ce qu'on entend par la collaboration physique. Ensuite, je présenterai quelques contributions qu'on a chez nous et avec un bilan et perspective des travaux prochains. Alors, moi, mes activités de recherche, à la base, là où j'ai fait ma thèse, c'était à Montpellier, il y a un certain temps. Je travaillais sur la modélisation de systèmes musculo-squelettiques et utilisais des méthodes roboticiennes de systèmes appliquées à l'humain. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un paralysé. Alors, c'est intéressant comme application. Un paralysé qui est stimulé électriquement pour le contrôler. Et je me suis intéressé beaucoup comment identifier les paramètres chez un paralysé. Donc, sur un corps réel. Ça veut dire que je m'intéressais beaucoup au corps humain avant. Et avec des méthodes roboticiennes. J'avais continué à travailler en postdoc en Allemagne, notamment sur le pied tombant, sur une application particulière, aussi au Japon sur l'estimation des forces musculaires volontaires. Et j'ai continué un peu à travailler sur ça, sur les méthodes non linéaires, etc., en appliquant des méthodes automaticiennes comme les méthodes par platitude sur les muscles humains, etc. Donc depuis une dizaine d'années à peu près, je suis au LGP à l'Uni de Tarbes et je travaille plutôt sur la robotique collaborative. Vous allez voir que dans la robotique collaborative, il y a la notion d'humain et on ne peut pas complètement l'ignorer, de le sortir de la boucle. Donc mon profil, je ne sais pas si ça s'est fait comme ça, mais mon profil va dans ce sens, mais d'une façon différente de ce que les autres font d'habitude. Alors, un rapide aperçu de la robotique collaborative. On dit que la robotique du futur, ça sera une robotique centrée sur l'humain parce que l'industrie 4.0, 5.0 sera dans ce sens. Je pense qu'il ne faut pas être extrême, il ne faut pas dire que la robotique classique va disparaître. Il faut juste dire que c'est une autre robotique, c'est une autre façon de faire la robotique qui apporte d'autres challenges. Mais il faut savoir que dans le passé, dans la robotique, on s'est toujours intéressé à ce que les robots soient autour des humains. On n'a pas juste réussi à le faire, mais on s'est toujours posé cette question. Moi, je voulais aujourd'hui me focaliser un peu sur la cobotique parce que c'est un point d'entrée pour aller vers cette robotique collaborative. Même si aujourd'hui, il y a une déception dans la cobotique, c'est que les cobots aujourd'hui sont utilisés souvent comme des robots. Et on dit que c'est de la cobotique juste parce qu'on a mis un standard, on a enlevé des cages, mais c'est utilisé quand même comme des robots parce qu'ils font du pick and place classique et il n'y a aucun humain autour. Je voulais juste dire que l'intérêt, en tout cas, il progresse. Vous voyez là en bleu, c'est le nombre de robots qui sont vendus par an dans le monde, et en rouge, la partie cobotique, les robots dits collaboratifs. Et vous voyez que ça progresse avec le temps. Je ne sais pas si cet intérêt va vraiment sur l'intérêt à la cobotique, c'est-à-dire à la collaboration avec les humains, ou c'est juste parce qu'ils sont moins chers. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que les cobots sont moins chers que les robots classiques. En tout cas, nous, on commence à s'intéresser à ces aspects-là. Aujourd'hui, la nature a peur du vide. Et je pense aujourd'hui, on n'utilise pas les cobots comme de la collaboration juste parce qu'on n'a pas les outils qui permettent une vraie collaboration sûre avec l'état de l'art actuel. Donc, je voulais juste ici vous montrer un certain nombre de domaines dans lesquels on peut trouver la coexistence de l'interaction physique. Vous pouvez trouver le partage d'espace. Partage d'espace, même si ce n'est pas une interaction physique directe, mais il y a un évitement. Vous pouvez trouver l'exosquelette, bien sûr, dans lequel le partage il est fait dans le domaine articulaire. Vous pouvez trouver, par exemple, le co-assemblage, un robot qui porterait une grosse charge et un humain qui manipulerait juste une partie avec sa connaissance. Et vous pouvez trouver aussi les cas de la réhabilitation, un kiné qui manipulerait un corps humain en utilisant un robot sans pouvoir porter les charges, etc. Donc tout ça, c'est des domaines qui existent, des bribes de solutions qui existent un peu partout. Mais tout ça, ça nous amène à se dire que la robotique doit être physique et de plus en plus proche de l'humain dans ce domaine. Donc un premier défi qui est posé, contrairement à la robotique classique, c'est en robotique classique, on sait qu'elle est planifiée. On met une planification de trajectoire, vous pouvez le voir ici dans cette figure-là.
Je ne sais pas si ma souris est là. Non, je ne suis pas à bon endroit. Donc dans cette figure, vous voyez qu'on planifie la trajectoire pour éviter les obstacles et après on essaye d'appliquer une loi de commande sur le robot dans un espace donné pour éviter cette collision. Sauf que ça, c'est un paradigme qu'on ne peut pas appliquer à la robotique collaborative parce qu'on dit qu'il y a un humain dans la boucle. Et s'il y a un humain dans la boucle, cet obstacle-là, on ne l'a pas parce que déjà l'humain est en contact permanent et en plus c'est lui qui doit imposer souvent sa trajectoire. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas pré-planifier. Donc ça pose un certain nombre de verrous. Donc avec cette méthode suivi de position, suivi de vitesse, etc., avec les trajectoires planifiées, ça ne marche pas. Donc en fait, on peut se poser une première question sur la conséquence déjà d'une collaboration, d'une interaction physique. Alors première conséquence, c'est ce film que vous avez tous vu, dans lequel, peut-être tous vu, et j'espère en tout cas pour vous, parce que c'est un très bon film, si on mène une machine avec un certain rythme, c'est à l'humain de s'adapter à ce rythme-là, ça donne les résultats caricaturaux de ce film, c'est-à-dire il faut que l'humain suive la machine et il va à son rythme. Donc c'est pas l'humain qui impose ce rythme-là, donc c'est une collaboration, on va dire, où c'est l'humain qui est l'esclave du robot. Bien sûr, c'est pas vers ça qu'on aimerait aller, et il faut se poser la question plutôt comment le robot devrait s'adapter à l'humain. Donc en fait, il faut se poser un certain nombre de questions. Quelle est la place de l'humain déjà? Parce que des fois, si on met l'humain dans la boucle, des fois juste pour le faire, alors qu'il apporte rien à la boucle, je pense qu'on peut automatiser complètement. Donc il ne faut pas avoir peur de le dire. Quel est le bénéfice pour l'humain? Si l'humain peut faire la tâche et que le robot il fait que le gêner, ça ne sert à rien d'instaurer de semi-automatisation dans la boucle. Comment gérer la coordination? Donc c'est exactement le sujet dont on a parlé à l'instant. C'est-à-dire si l'humain il a son rythme qui est incontrôlable, comment le robot s'adapterait à ça? Et quel est le rythme adapté à l'humain? C'est-à-dire ça, c'est pas compatible avec la planification. La planification, on peut pas la planifier sur quelque chose qu'on connaît pas. Je vais vous faire une revue d'état de l'art des niveaux d'interaction. Nous, l'interaction humain-robot, en fait, on voit selon les niveaux de fréquence d'interaction physique. Donc, vous pouvez avoir des interactions ponctuelles de temps en temps, des interactions à éviter. C'est-à-dire l'humain et le robot, ils partagent l'espace, donc ils vont éviter les interactions. Vous pouvez avoir des interactions ponctuelles qui peuvent arriver, à ce moment-là, il faut les gérer. C'est-à-dire comment le robot va faire en sorte d'éviter pas d'éviter, mais plutôt de gérer si ça arrive. Et vous avez le cas où vraiment cette interaction est permanente et elle est même désirée. C'est-à-dire on veut que l'humain et le robot, par exemple, portent une table. Il y a des projets là-dessus, il y a des humains et le robot portent une charge lourde. On veut que le robot porte toute la charge et que l'humain lui guide juste l'endroit où il veut aller. Et donc, à partir de ce niveau-là, en réalité, on peut dire, oui, ça, c'est une tâche, et on va la gérer de cette façon-là. En réalité, c'est pas si simple, parce que dans cette interaction continue, on peut avoir plein de domaines dans lesquels il y a des modalités d'interaction qui peuvent faire la différence. D'un point de vue verrou scientifique, il y a des verrous scientifiques complètement différents. Et ces verrous, selon nous, ils changent selon le niveau d'autorité que vous donnez à l'humain ou pas, ou au robot. Et inversement proportionnellement. C'est-à-dire, le robot, il peut pas être leader et en même temps que l'humain est leader. En tout cas, chez deux humains, ça existe, mais à un moment donné, il y en a un qui est leader et l'autre qui est follower, ou quelque chose comme ça. Donc à un moment donné, il y a une notion d'activité, de passivité entre les deux, sachant que si vous donnez à un robot un rôle complètement passif, autant le ranger dans un placard parce qu'il ne sert plus à rien. Donc en fait, tout le paradoxe, il est là. Mais en tout cas, au niveau des états de l'art, vous pouvez avoir plein de domaines allant d'un humain passif jusqu'à un humain très actif, et donc inversement un robot passif. Et donc, vous pouvez vous trouver des robots manipulant des humains pour, par exemple, la réhabilitation. Et l'humain, il est passif. Vous pouvez avoir des exosquelettes actifs par stimulation électrique combinés à des robots. Vous pouvez avoir, par exemple, de la rééducation assistée par des robots, c'est-à-dire l'humain est actif, mais pour faire du sport, et le robot est là pour résister. C'est comme si vous créez une force extérieure pour faire du sport. Vous pouvez trouver les cas où les deux portent une charge, mais tous les deux sont actifs, mais il faut que le robot gère l'interaction de l'humain, quand l'humain interagisse, comment ça marche. Manipulation d'objets, alternance d'autorité, etc. Et à la fin, vous pouvez trouver tout à droite, vous pouvez trouver l'apprentissage à partir de l'humain. Ce qu'on trouve beaucoup de l'interaction humain-robot, c'est-à-dire l'humain il est actif et le robot est complètement passif, et le robot va apprendre ces tâches-là pour réactiver. Mais ils ne sont jamais actifs en même temps. Donc ceux qui posent problème, c'est ceux du milieu en quelque sorte, où tous les deux sont actifs, avec des risques, avec des défis scientifiques liés à la stabilité de l'interaction. Vous savez, quand il y a deux interactions physiques entre deux entités, il y a toujours des risques d'instabilité. Et ça, il y a des études qui sont faites là entre deux robots, par exemple. Il faut toujours que l'un soit passif
plutôt que l'autre est actif, et ça peut se gérer comme ça. Bon, au niveau des verrous, en tout cas, on a plein de verrous qu'il faut gérer, la non-linéarité, l'incertitude, encore plus sur les objets si on manipule des objets, l'incertitude liée à l'humain, les mesures et la variabilité chez l'humain, ça c'est des verrous très très forts. La stabilité et la sûreté, donc si vous avez une instabilité, forcément vous n'assurez pas la sécurité de l'humain. La déformabilité des objets, parfois des humains, parce que si on manipule un humain comme un objet, on va dire qu'il est déformable. Si on manipule l'humain, le robot manipule un objet qui est déformable, la force que vous appliquez d'un côté, c'est pas celle que vous obtenez de l'autre côté, donc il faut tenir compte de l'objet. Donc voilà. Vous avez aussi le verrou principal, c'est le fait que l'humain est imprévisible. Donc il peut faire ce qu'il veut, et surtout, éthiquement, c'est celui qui a le lead. Naturellement, on part du principe, s'il y a un humain dans la boucle, c'est lui qui doit avoir l'autorité en quelque sorte. Et aussi, j'ai oublié de dire, il y a l'imprévisibilité de l'humain, mais aussi l'imprévisibilité à sa réaction par rapport à une loi de commande que vous mettriez en place dans le cas d'un robot. C'est-à-dire, il peut se comporter d'une certaine façon, mais ça peut changer si le robot se comporte d'une autre façon. Donc, on ne sait pas comment ça converge, tout ça. En tout cas, jusque-là, on parle de l'interaction physique humain-robot, mais nous, on voulait s'intéresser à plus loin, c'est-à-dire pas de l'interaction physique qui reste un terme un peu trop large, mais plutôt à la collaboration physique. Et la première application qui nous a paru intéressante dans ce contexte-là, c'est comment manipuler un objet. Je sais que ce n'est pas une tâche industrielle bien précise, mais ça regroupe quand même pas mal de domaines, parce que manipuler un objet entre l'humain et le robot, c'est porter une table, porter un outil ensemble, etc. Et donc on est parti sur cette idée-là, des objets déformables, et on a mis en place la notion de PHRC. Dans la littérature, on trouve souvent du PHRI, c'est-à-dire Physical Human Robot Interaction, et là, on est parti sur du PHRC. Et donc, si vous voyez le schéma là sur la droite, le PHRC, c'est une partie du PHRI. Le PHRI, on va dire, c'est ce qui regroupe tout, l'interaction, comme l'évitement de collision, comme gérer la collision, mais le PHRC, c'est un cas particulier dans lequel on a une interaction continue, mais en plus avec une tâche commune et un objectif commun. Donc là, il faut gérer les efforts d'interaction, la dynamique et les incertitudes des objets, mais vous pouvez avoir le cas des objets déformables, qu'il faut gérer aussi. Alors, nos contributions dans ce domaine, ça c'est un peu le passé sur nos activités PHRI, PHRC. On a travaillé par exemple sur la commande compliante adaptable, je vais montrer un peu des exemples, la coexistence par évitement de collision entre des robots et des humains. L'estimation de paramètres aussi, un robot c'est un système, donc souvent les paramètres sont inconnus, donc il faut trouver les moyens d'estimer les paramètres, et même estimer les paramètres en ligne quand il y a des changements, quand vous avez des objets. Aussi au futur, on s'intéresse à la stratégie de coordination bio-inspirée, bio-inspiration nous intéresse aussi. La notion d'objet déformable, aussi, c'est dans l'air du temps, comment on peut introduire de l'information à l'humain de la tâche, ce qu'on ne fait pas souvent. Souvent, on dit l'humain il bouge, le robot doit s'adapter. Mais est-ce que l'humain ne peut pas s'adapter aussi? Et donc, on s'intéresse à ce qui est digital twin et réalité virtuelle pour le PHRC aussi. Donc, avec des thèses très différentes, vous voyez qu'il y a des thèses en France, il y a des mobilités d'Argentine et du Mexique entrantes. On travaille aussi des coordinations avec le Kenya, par exemple, des stages de master, etc. Donc, rapidement... ça, c'est un travail sur la coexistence, par exemple, entre l'humain et le robot. Alors, c'est des travaux classiques qui existent dans la littérature, qu'on avait un peu adaptés pour gérer un cas particulier de l'évitement de collision, même quand il y a une occultation, même si le robot n'est pas vu par la caméra, parce que vous voyez sur la droite, là-bas, il y a une caméra qui détecte les distances entre un humain et un robot. Mais en fait, des fois, ça peut être caché. Et c'est ça le gros problème de l'utilisation des vision. Mais là, on a utilisé des données intrinsèques de robots, c'est-à-dire proprioceptives, pour estimer sa position, même s'il n'est pas vu, et combiner ça avec une fusion de données. Alors, on a utilisé un fil de Kalman, je pense, pas étendu, mais classique, pour gérer cette collision, même qu'il y a occultation. Et dans le contexte plutôt interaction physique continue, on s'est posé la question à un moment donné, cette question que je vous ai posée tout au début de la présentation, la différence entre les robots et les cobots. Et on trouvait que c'était dommage que les cobots soient trop cobots, même quand ils sont seuls. Les cobots, ils sont lents,
Ils sont faits pour que l'humain soit autour, et quand ils sont seuls, ils continuent à fonctionner comme ça. Alors que des fois, on pourrait se dire, quand le robot est seul, il fonctionne comme un robot, et quand il est avec un humain, il se met à collaborer. Donc on avait réfléchi à ce mariage de robotique collaborative et robotique classique, en étant un scénario, alors ça c'est la thèse de Martin Mujica il y a quelques années, en disant que le robot il a sa propre tâche et l'humain il peut décider d'une collaboration quand il veut, mais quand il lâche le robot, il peut faire sa tâche. Par exemple, le robot peut déplacer des tâches, des objets, mais l'humain il peut interagir pour mettre ces objets-là, etc. et le relâcher. Et donc on est parti sur un scénario comme ça, et la solution qu'on avait trouvée à l'époque pour marier les deux, c'était la notion de principe de compliance adaptable. Compliance, en fait, il faut savoir que le robot, on peut lui donner un comportement plus ou moins élastique, plus ou moins human-like, comme on dit, c'est-à-dire comme un humain. Mais vous êtes humain, quand vous dansez par exemple, vous n'avez pas la même rigidité quand vous dansez. Vous pouvez rédifier si vous voulez passer des messages, etc. Le corps humain est fort là-dedans. Il peut changer ses impédances, ses raideurs en fonction de ce qu'il fait. S'il porte une charge lourde, etc. Et souvent, c'est des choses planifiées. Il y a des choses planifiées, mais des choses qui sont faites en boucle fermée. Bon, la limite des robots, ça reste le coactionnement, mais ça sera une autre présentation que je ne ferai pas aujourd'hui. Mais voilà, donc en tout cas, ce serait dommage qu'on ne puisse pas marier les deux. Donc la compliance adaptable, le principe c'est quoi? C'est donner au robot des compliances différentes selon l'interaction qui apparaît ou qui apparaît pas lors du mouvement. Et en fait, en gros, une compliance faible, c'est-à-dire une raideur très forte, ça permet au robot de suivre une trajectoire bien, correctement, c'est-à-dire comme un robot classique, alors qu'une compliance faible, ça permet de mieux interagir. Voilà l'idée. Donc en fait, ça donne ce cas de figure. Par exemple, ici, vous voyez qu'un robot, il fait des allers-retours. Un robot, il fait des allers-retours. Donc vous voyez qu'entre deux personnes qui mettent une charge à l'intérieur du robot, le robot entre les deux, il est censé être planifié. Ce que vous voyez en rouge, ce sont des trajectoires planifiées du robot. C'est-à-dire il est censé fonctionner, suivre cette trajectoire à la manière classique. Et quand il est dans la zone grise, vous voyez qu'il y a des zones grises, c'est là où les humains vont le récupérer et ils vont le manipuler. Donc ils vont rentrer en interaction. Donc nous, à ce moment-là, on a mis des méthodes des fonctions mathématiques très simples, des sigmoïdes, pour renforcer, pour changer ces lois de compliance, pour rendre le robot plus ou moins compliant. Et quand on le relâche, il devient moins compliant, il va essayer de charger la trajectoire pour la rejoindre. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est pas parce que le bleu est écarté du rouge que c'est pas une bonne loi de commande. Ça veut dire le rouge, ça dit juste que l'humain, il veut que le robot aille là et n'aille pas suivre le rouge. Par contre, quand on le relâche et on est en dehors des zones grises, il faut que le robot aille rattraper rapidement la trajectoire planifiée. Donc voilà l'idée qu'on a eue pour cet aspect-là. Je vois que je dépasse un peu, je vais essayer de passer vite. Donc on a fait quelques travaux aussi sur l'estimation des paramètres. Donc là, l'idée c'est qu'on puisse démontrer qu'on peut estimer des paramètres en ligne. Donc ça c'est un vrai défi scientifique. Comment estimer les paramètres d'un robot, réestimer les paramètres qui sont mal identifiés par exemple en ligne. Et l'idée qu'on avait ici, c'est comment transformer une interaction d'un humain avec un robot. On a un robot virtuel comme s'il n'avait pas d'interaction mais qui avait les paramètres qui varient dans le temps. Donc en fait, la personne que vous voyez là, elle applique une interaction. On identifie des paramètres, alors 64 paramètres en ligne. On essaie de l'appliquer sur un robot avec une dynamique sans l'interaction. Et on essaie de voir est-ce qu'on arrive à reconstituer les couples articulaires que vous voyez. Vous voyez que tous les couples ne sont pas identifiés avec la même qualité, mais parce qu'on n'a pas la même estimation des couples, on n'avait pas la même excitation des couples en fait à tous les niveaux selon le type d'interaction. Mais ça reste un travail qui est intéressant. Je vais finir avec ça. Donc le bilan des projets, je vous ai dit que je suis quelqu'un qui vient des sciences du mouvement un petit peu, même si j'ai un background de robotique. On a travaillé sur les impédances variables par rapport aux travaux que je vous ai montrés. On a travaillé sur l'identification en ligne. Et depuis un certain temps, on a des perspectives de travaux. Donc on a le projet BioRob qu'on remercie Déficlé d'avoir financé. Donc c'était sur la robotique bio-inspirée. C'est-à-dire comment faire de l'interaction humain-humain pour s'en inspirer et faire une meilleure interaction humain-robot. Et là, on est sur les stratégies. Donc, cette réflexion, en tout cas, au niveau de la thèse, ça nous a permis aussi de poser un projet avec Bruno Vattier du LAS pour une ANR PRC qui commence l'année prochaine, le projet COL. On a aussi un projet sur les objets déformables. Alors c'est une ANR qui s'appelle Herman. Donc c'est une ANR qui a commencé l'année dernière avec les collègues de l'ISM. D'ailleurs, il y a Antoine Maurice qui est dans ce projet, avec quelqu'un de l'ancien de l'ISM qui est Thibaut Rajiaona, qui est à IKMS. Donc sur ces objets déformables, comment faire de la collaboration humain-robot avec des objets déformables. Retour visuel, tenir compte des aspects ergonomiques. Aussi le Digital Twin, ça c'est une collaboration qu'on fait avec Decoot au Kenya.
Bien sûr, l'objectif à la fin, et aussi on a des perspectives de comment étaler, ouvrir un peu ces projets pour gérer les objets lourds, encombrants, avec une collaboration mobile par exemple. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas travaillé sur les robots mobiles et collaboratifs et les multi-robots. Donc tout ça, le but, c'est d'aller vers un PHRC centré sur l'humain toujours, avec une collaboration positive, on a toujours ça en tête, et bien sûr généralisé. Et je vous remercie. Et j'ai un peu dépassé. Je vais finir juste par parler une plateforme CPER qu'on est en train de monter à l'UTOP sur l'industrie du futur, dans laquelle il y a cette partie collaborative qui sera impliquée, mais j'en dirai pas plus si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Désolé j'ai pris un peu plus de temps. Merci beaucoup.